Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui regarde l'actualité sous l'angle de l'économie sociale et solidaire et avec les moyens techniques du studio Impact Production. Et on continue aujourd'hui de creuser gentiment la question de la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques et de ce que ça implique pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On va donc parler aujourd'hui de sport et d'accompagnement des personnes en fragilité grâce à l'activité physique. On va aussi parler de lien social à travers le sport, de solidarité, d'entrepreneuriat social, de levée de fonds et même des 30 ans qui arrivent lentement mais sûrement, les 30 ans du groupe associatif Ciel Bleu. Bonjour à vous, Jean-Michel Ricard. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes le cofondateur de Ciel Bleu, une association qui a aujourd'hui 27 ans. Rappelez-nous, quel constat avait conduit à sa création il y a 27 ans? Le début de Ciel Bleu, c'était au siècle dernier, il faut le rappeler. Eh oui, déjà. Et c'est comme dans la vie. C'est une belle rencontre avec un ami, Jean-Daniel. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac à Strasbourg en STAPS. Donc les STAPS, c'est les facs de sport. Et on voulait pas aller dans l'éducation nationale pour plein de raisons. Et on voulait se servir de ce qu'on avait appris, l'activité physique, pour accompagner des personnes en fragilité avec un principe de se dire, dans la vie, de toute façon, on sera confronté nous-mêmes avec la fragilité ou on l'accompagnera de près. Et comment cet outil qui est juste génial, qui est de l'homme pour de l'homme, qui est bouger, parce que bouger c'est le principe de l'homme, on pouvait redonner le sourire, la patate, la pêche à des personnes pas forcément prises en compte dans notre société, et historiquement des personnes à la retraite, des personnes âgées plutôt dépendantes, et comment avec ces activités physiques, on va adapter les capacités, les besoins et les envies des personnes, on leur remettait de la vie, on leur redonnait l'envie de bouger, de se remettre droit et d'avancer. Et d'ailleurs, vous avez été auditionné il y a un petit peu plus d'un an par le CESE sur cette question de la prévention de la perte d'autonomie liée au vieillissement. Comment ça s'est passé? Quand on est auditionné au CESE, c'est chouette parce que on est dans la vraie vie. Donc il y a des syndicats qui représentent le monde salarié, des syndicats qui représentent le monde patronal, et on a le monde associatif, la société civile, et c'est de la vraie confrontation, mais bienveillante. Voilà, rien n'est noir, rien n'est blanc, et c'est des compromis, c'est avancer ensemble, et c'est ensemble qu'on peut faire un peu évoluer la société. Alors aujourd'hui, Ciel Bleu compte combien d'implantations et comment est-ce que vous travaillez? L'association Ciel Bleu, on n'est pas loin de 900 salariés en France à temps plein. Il y a plus de 230 000 personnes qui suivent nos activités chaque semaine sur 9 500 lieux d'intervention. Et on accompagne aussi bien des personnes âgées, d'une façon individuelle, collective, en établissement ou hors étabbissement, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques et beaucoup des proches aidants, où l'apport de nos activités peuvent être essentiels pour les personnes qui accompagnent un proche, un gamin, son papa, sa maman, et aussi énormément dans le monde du travail pour remettre de la vie, pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, et toujours avec notre outil historique, l'activité physique. Mais grâce à l'activité physique, on a vu que la partie alimentation est juste essentielle, bien manger, bien bouger. Donc il y a toute une partie bien dans son assiette qui se développe avec des activités individuelles, collectives, en présentiel, à distance, avec des effets vraiment très, très chouettes sur la vie des personnes. Une partie bien sur sa planète, c'est tout le développement de mobilité douce, durable et active, avec un principe assez simple, c'est qu'on dit aux personnes de prendre leur basket, et si c'est bon pour eux, c'est bon pour l'environnement. Et on peut prendre ses baskets, on peut prendre son vélo, sa trottinette au lieu de sa voiture, pas toujours, mais quand c'est faisable, ce serait vraiment chouette de pouvoir le faire, et on le développe auprès d'un grand nombre de personnes, et en ce moment en direction de salariés du médico-social, des personnes qu'on côtoie depuis 27 ans, qui sont juste assez incroyables, qui prennent soin de nous en maison de retraite, pour nos gamins en situation de handicap dans un certain nombre de structures, dans le monde hospitalier, et c'est une façon de leur amener beaucoup de respect, de vie et d'amour tout simplement, et leur dire on est à vos côtés et on va prendre soin de vous dans ce cadre-là. Bien manger, bien bouger, c'est un peu le b.a.-ba de la vie d'un être humain. C'est le b.a.-ba. Allez, il manque l'amour peut-être, solidarité. Et de la tendresse, comme disait Bourvil. Ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et on a bien vu pendant le satané Covid, beaucoup de personnes sont décédées, mais il y en a plein qui sont décédées de sédentarité, de tristesse et de
de rupture de lien social. De solitude. Parce que de solitude, on n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus... Enfin voilà, et nos activités, parfois, c'est mettre un coup de pied aux fesses aux personnes en disant « Ok, vous avez pris une site de handicap, de dépendance, de fragilité. La société, en général, vous dit « Restez chez vous ». Nous, on vous dit « Continuez à sortir de chez vous, à prendre des risques, parce que c'est juste la vie et c'est la liberté. » Et quand vous dites que vous êtes présent dans 9500 établissements aujourd'hui en France, c'est sur tous les territoires, tous les départements? Et quel type d'établissement? Alors, ce n'est pas 9500 établissements, c'est 9500 lieux d'intervention. D'accord. Donc, ça peut être le monde des personnes âgées, donc dans des structures accueillant des personnes âgées, des EHPAD, des foyers logements, mais c'est aussi pour des clubs de jeunes retraités, des interventions à domicile, beaucoup d'interventions à domicile. Dans le monde du handicap, ça peut être dans des IME, des MAS, des femmes, des ESAT, des centres de vacances, et aussi beaucoup d'activités à domicile pour accompagner des gamins sans solution. Et dans le monde de la maladie chronique, tout simplement, les maladies chroniques, c'est les affections longue durée. Je vais vous donner un exemple, c'est que on avait beaucoup de médecins, de kinés, d'associations de patients, d'hôpitaux qui nous envoyaient des malades et des patients dans nos activités. Et c'est pas parce qu'on atteint de sclérose en plaques à 50 ans qu'on doit être considéré comme un corps malade voilà, jusqu'à la fin de sa vie. On est d'abord une personne qui a une problématique de santé, mais on est d'abord une personne avec un cœur, des tripes, une âme. Et comment on crée à travers l'activité physique et l'alimentation et d'autres outils des chemins de vie, où dedans il y a des mondes soins, mais des chemins de vie avec le monde hospitalier, la médecine de ville, le monde de la recherche, les associations de patients, et que jusqu'au bout, on soit d'abord une personne, un être humain et pas juste un corps malade. Alors, on va en venir aux Jeux Olympiques, mais une dernière question d'abord, parce que dans mon introduction, j'ai dit que le groupe associatif Ciel Bleu a aujourd'hui 27 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe associatif, Jean-Michel Ricard? Groupe associatif ou mouvement associatif, dans notre imaginaire, c'est comme un sportif, c'est comme un être humain, ça a des jambes, un cœur et une tête. Les jambes de notre organisation, c'est la Maison Mère, c'est l'association historique qui a vu le jour en septembre 1997 à Strasbourg et qui protège tout notre modèle basé sur la non-lucrativité, l'aventure collective, le principe du dernier de cordée. Le principe du dernier de cordée, c'est très très important. On l'a écrit il y a 27 ans. C'est quand on va quelque part, on va d'abord chercher ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est comme dans l'alpinisme. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour le collectif. Et si on prend soin du dernier de cordée, on peut même viser la Lune et aller peut-être sur les étoiles. Et aussi, ça permet aussi d'encadrer les salaires qui sont de 1 à 3 depuis la création de Ciel Bleu. On nous disait que c'était pas faisable de garder ça. Ça nous a gardé, ça nous a gardé en vie. Ça a créé une ADN. Et le trésor de notre organisation, grâce à tout ça, c'est nos collègues. C'est les salariés de Ciel Bleu qui sont dans l'immense majorité juste, mais des gens incroyables d'engagement, d'humanité, de professionnalisme. Et donc ça c'est vraiment l'association historique qui protège toute notre structure et qui intervient d'une façon collective en établissement, collective hors établissement, individuelle à domicile. Après, vous avez une fondation qui est abritée pour l'instant. Vous avez créée en quelle année? Il y a 6 ans et demi maintenant. D'accord. 7 ans. C'est pas venu tout au début. C'est pas venu tout au début. Vous avez fait votre chemin et un jour, vous avez décidé de créer une fondation. Les fonds sont arrivés d'où et quel est l'objectif de cette fondation? L'objectif de cette fondation, c'était, on ne voulait pas juste un outil pour récolter du mécénat, de la philanthropie, parce qu'avec le statut de Ciel Bleu, on reçoit aussi bien des dons de particuliers, des legs, des donations, du mécénat d'entreprise. On voulait apprendre à perdre la main. Parce que Ciel Bleu, c'est un outil de bien commun qui appartient à tout le monde, il n'y a personne en même temps. Et avant de passer le niveau supérieur en fondation FRUP, reconnue d'utilité publique, on voulait créer une fondation qui était abritée dans une fondation mère pour apprendre à perdre la main. Donc il y a des personnes qui sont entrées dans son conseil d'administration et on a travaillé sur le principe d'accessibilité financière et géographique, que rester en bonne santé doit rester un droit et ne devienne jamais un luxe, malgré toutes les dérives de nos sociétés pseudo développée. Et avec cette fondation, on a pu créer des liens avec des épiciers sociaux et solidaires pour accompagner des mamans isolées au RSA sur des programmes Bien manger, bien bouger. On a pu accompagner des gens de la rue avec beaucoup d'associations et d'ONG pour prendre soin. Vous voyez, c'est un outil, c'est prendre soin. Et jusqu'à des interventions en prison pour des personnes âgées et personnes malades sur les longues peines. Et on nous demande souvent en prison, mais pourquoi vous intervenez que pour ce public ? Et on leur répond, c'est notre mission, c'est comment on va chercher ceux qui en ont le plus besoin. C'est des lieux fermés avec
incroyable, mais avec du personnel dans ces prisons juste incroyables, qui ont juste envie de changer la donne, de mettre de la vie. Et donc voilà, cette fondation qui est abritée pour l'instant, si tout se passe bien, dans 2 ans, elle deviendra une fondation RUP, reconnue d'utilité publique. Et tout ce qui a de la valeur dans notre histoire, tout ce qui a de la valeur dans ce que les collègues portent depuis 27 ans, que c'est un outil de bien commun, que ça appartient à personne et à tout le monde en même temps, avec un cadre très très strict. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont non négociables et assez important dans notre aventure. Mais si on pose un cadre bien strict à l'intérieur, c'est un magnifique terrain de jeu, comme la vie permet de le faire. Et donc voilà, et cette fondation portera le principe de vie, le principe de santé, mais de santé au titre de l'OMS sur un bien-être physique, global, cognitif, environnemental. Voilà, et c'est pas juste un corps malade ou un corps en bonne santé, non, c'est l'accompagnement au niveau de l'activité physique, au niveau alimentaire, sur la santé environnementale, sur la santé mentale. Il y aura beaucoup de choses qui vont se développer dans ce cadre-là, et tous les gens qui vont se l'approprier pourront se l'approprier. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre organisation. Comme tout être humain, c'est un cœur pour avancer, mais c'est un cœur parce qu'on y met les tripes. Et après les jambes, le cœur, il nous fallait une tête, et c'est l'Institut Ciel Bleu. Et l'Institut Ciel Bleu, c'est une gouvernance associative, bien sûr, avec un comité scientifique et social assez élargi, dirigé par un médecin de santé publique spécialisé en éthique, et qui démontre, à travers des programmes de recherche et d'innovation, l'impact des offres thérapeutiques non médicamenteuses sur la vie de beaucoup de personnes, avec des programmes de recherche en France, avec des partenaires qui peuvent être l'Institut national du cancer, avec l'INSERM, avec des centres hospitaliers, avec une université canadienne, et avec beaucoup de publications françaises et aussi étrangères. Waouh! On entend votre conviction, Jean-Michel Ricard. On voit aussi votre regard holistique sur l'ensemble du périmètre qui vous occupe et qui vous préoccupe. Et puis on entend votre humilité puisque vous voulez lâcher pour en faire un outil de bien commun, cette association Ciel Bleu. Donc voilà, merci pour ce que vous nous livrez. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'actualité la plus récente, celle des Jeux Olympiques et de leur héritage. Est-ce que ces Jeux Olympiques ont été pour Ciel Bleu une fenêtre de visibilité particulière ? Alors je vais répondre à côté de votre question. Ça nous a fait vachement du bien parce que jusqu'à la veille des JO, les gens y râlaient, ça n'allait pas fonctionner, il n'y avait rien qui allait. Ça a donné un élan et de la joyeuseté d'une façon incroyable à beaucoup de personnes. Et ça, vous l'avez vu dans les établissements et les lieux où vous intervenez ? Dans les lieux où on intervenait, dans l'écosystème de Ciel Bleu, et aussi dans la rue quand on partageait des moments de vie. Donc ça a été très chouette. Et par rapport aux JO, on a mis en place un certain nombre d'actions. Les JO avaient un fonds de dotation, Impact 2024, qui nous ont permis de financer et développer des Olympiades interétablissements, des compétitions dans des maisons de retraite, dans des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Il y en a eu plusieurs dizaines, ça a touché plus d'1 millier de personnes, donc c'était très très chouette. Et c'est aussi un partenariat avec une structure qu'on aime beaucoup, qui sont très chères à notre cœur, les Petits Frères des Pauvres, où on a fait des Olympiades dans leur centre de vacances et leur pension qui accueille des personnes pendant l'été, où ça a touché là aussi près de 800 personnes quand même. Il y a eu 60 lieux en France, donc ça nous a permis de faire ça. Il faut aussi savoir que Ciel Bleu a beaucoup développé des activités dans le monde du travail, historiquement depuis une quinzaine d'années, et qu'une partie des échauffements sur les chantiers de la Solidéo pour la construction des stades, ça a été Ciel Bleu et Ciel Bleu au travail qui est intervenu sous forme d'échauffement régulier, mais aussi de formation pour que les gens puissent se l'approprier. On a aussi fait un certain nombre d'interventions sur le village des athlètes pendant les JO et les Paralympiques, quelques fois par jour, pour créer de la cohésion, sur du réveil corporel, sur bouger en même temps. Et quand on partage quelque chose à travers de quelque chose qui est ludique et qui est utile pour les gens, ça plaît énormément. Et surtout, c'est que on a médaillé des héros là. Voilà. Alors, quel héros ? Et voilà, et on s'est dit d'une façon un peu décalée, parce qu'on est un peu, on aime bien faire le pas de côté. On s'est dit, mais finalement, les héros du quotidien de Ciel Bleu, au-delà des collègues, c'est nos bénéficiaires. C'est pas nos bénéficiaires, c'est les bénéficiaires de Ciel Bleu. C'est les personnes qui suivent les activités. Et donc, on s'est dit, on va les médailler. On va les médailler avec des épreuves qui n'existent pas et des médailles, bien sûr, recyclées. Et donc, on a médaillé trois
3 bénéficiaires. La première, elle s'appelle Paulette. Elle est en maison de retraite dans le sud-ouest de la France. Elle a 92 ans et elle a été médaillée d'or du 30 mètres couloir. Donc on la salue. 30 mètres couloir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le métrage dans une maison de retraite des couloirs, c'est 30 mètres. Et donc, on s'est dit 30 mètres couloir. Et donc, on la voit sous forme de vidéo, sous forme de photos, sous forme d'affiches. Voilà, en lâchant son déambulateur et en faisant 30 mètres sans son déambulateur. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître un détail. Juste pour cette personne, Paulette, c'est vital, c'est essentiel, c'est lumineux, c'est de se dire que voilà, il est possible de toujours avancer dans la vie. Et le principe de cette campagne, c'est les grandes victoires sont faites de petits pas. Les grandes victoires sont faites de petits pas, c'est un peu comme dans la vie. Le grand soir, ça n'existe pas. Malheureusement, parfois, on pourrait se le dire, mais c'est des petites victoires et des petits pas qui font les grandes victoires. La deuxième personne, c'est Marianne, qui a 72 ans. Et on la voit pédaler pendant son temps de dialyse. On intervient beaucoup dans les centres hospitaliers et pour les personnes sous dialyse. Et en pédalant pendant son temps de dialyse, 12 heures par semaine, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça permet de garantir et de maintenir les globules blancs à un bon niveau et donc limiter les conséquences des dialyses sur la qualité de vie. Et c'est juste génial, c'est trop beau de la voir pédaler dans ce cadre-là. Et la troisième, on voulait personne en situation de fragilité, pas forcément visible, en situation de handicap. Et il y a une jeune fille, on accompagne beaucoup de personnes atteintes de troubles autistiques de façon individuelle et collective. Et il y a une jeune femme, d'une vingtaine d'années, qui s'appelle Audrey, qui a donné son accord. Alors pour on va dire, les gens normaux, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire normaux, mais voilà, on peut se dire, prends une photo, une vidéo, c'est pas grand-chose. Pour elle, ça a été un effort assez incroyable. Et elle est rayonnante de vie. Et elle, on l'a médaillée du R Aviron. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a commencé un peu comme ça. C'est quoi le R Aviron? L'aviron dans l'air. Ah, dans l'air, d'accord. Voilà, comme donc, votre émission, mais voilà, pas ESS, mais Aviron Air. Audrey aussi, et On Air. Et ce qui est génial, c'est que les collègues ont fait un boulot juste incroyable. Ça donnait une fierté en interne de s'approprier ça. Et petit à petit, avec le bouche-oreille, et en passant 2-3 coups de fil, les réseaux sociaux se sont appropriés. Derrière, on a une entreprise. On peut citer des entreprises parce que c'est... On peut citer, on n'est pas à la télévision, il n'y a pas de publicité derrière. Et qui n'ont vraiment pas communiqué dessus, mais JC Deco nous a quand même passé pendant plusieurs semaines près de 900 affichages dans des bus un peu partout en France. Derrière, France Télévisions a passé ça pendant une semaine. TF1+, le journal Marianne pendant plusieurs semaines. Bientôt le groupe EBRA dans toute la presse quotidienne régionale. Enfin voilà, il y a BFM, RMC à la radio, parce qu'on a fait des spots audio qui étaient totalement décalés. Et on a perdu la main, et c'est vraiment beau. Et je pense que quand on perd la main... ça, perdre la main, hein? C'est de toute façon à plusieurs qu'on peut essayer de faire changer la donne. Et si c'est comme dans la vie, quand on garde pour soi, on le perd finalement sur la durée. Et si on perd au départ, mais on a tout gagné. Merci Jean-Michel Ricard de dire aussi que parfois les médias font du bien et soutiennent l'entrepreneuriat social et les causes qui sont utiles, au travers évidemment d'espaces publicitaires et de mise en visibilité, mais bien sûr que les médias servent à ça aussi. Dites-nous si ces Jeux Olympiques vont rester, selon vous, dans nos esprits comme les plus solidaires, les plus inclusifs et les plus écologiques de l'histoire. Vous me posez une sacrée colle. C'est ce qu'on nous a promis, ouais. Pendant l'organisation et avant la tenue de ces Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a eu une vraie volonté avec l'axe héritage des JO de faire quelque chose, de réfléchir à quelque chose. Tout n'est pas parfait, mais c'est comme dans la vie. Mais je pense qu'il y a quand même des petites graines qui ont été posées. Au niveau de l'inclusion, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pris des positions. Jérémiaz, Riyad Salem, enfin voilà, qui ont été des sportifs de haut niveau, qui handicapés et médaillés, et qui ont mis les mains dans le cambouis. C'est pas parfait, il y a tellement de boulot encore. Mais je pense, je prends l'exemple des Jeux paralympiques. Ce serait génial si ça pouvait être ensemble un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont appris, qui ont vibré, qui ont dit. Ils sont en vrac, mais c'est des sportifs. Voilà, c'est pas des handicaps. Non, c'est des sportifs de haut niveau. Et ils le revendiquent d'ailleurs. Ils disent, regardez-nous d'abord comme des sportifs. Et c'est juste génial. Je pense que ça a créé beaucoup d'ouverture, de non-jugement que chacun peut avoir par rapport à des préjugés.
Et voilà, et au niveau environnemental, je sais pas. Je sais pas. Parce que ça, c'est juste un point de départ. C'est comme le départ d'une course. Elle a été plutôt bien préparée, la réussite. Le départ s'est bien passé. Mais c'est derrière comment on se l'approprie. Est-ce que le ministre des Sports va se bouger les fesses et va se dire que le sport, c'est pas juste un club de foot de haut niveau avec des gens payés à centaines de milliers d'euros avec des t-shirts qui viennent de l'autre du monde. Le sport, c'est un projet de vie, c'est un projet de société. Ça peut rassembler les gens. Est-ce que le sport, le lien avec la santé, est-ce que le ministre de la Santé a compris ça? Au niveau des personnes âgées, fragilité, est-ce que la solidarité aussi? Et est-ce que notre gouvernement, qui est arrivé depuis pas longtemps, et la personne qui dirige ce pays, ont pris conscience, ou c'est juste un effet de manche et de communication? Voilà. Nous, ça fait 27 ans qu'on voit passer beaucoup de gens. J'espère que ce qui va être fait, ce qui va être dit, ne vont pas être juste des éléments de communication, mais des vrais moyens, sonnants et trébuchants, pour qu'un maximum de personnes aient la chance de découvrir son sport, d'aller vers, de bouger pour rencontrer l'autre. Et voilà, tout simplement. Nous, on se demande ce que ces jeux vont laisser comme empreinte dans les villes, dans les quartiers populaires. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, mais peut-être aussi dans les établissements de santé. Est-ce qu'il va y avoir une empreinte de ces jeux qui va rester? Est-ce que vous le voyez déjà poindre? Alors, je ne sais pas si dans les établissements de santé, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de monter petit à petit, où le sport et l'activité physique, nous c'est plus l'activité physique, est un élément de vie de beaucoup de personnes dans tous les parcours de vie de chaque personne. Et voilà. Mais après, c'est à chaque structure de se l'approprier. C'est à chaque structure d'imaginer des alliances avec d'autres acteurs associatifs, d'autres organismes pour essayer de changer la donne, parce que c'est à plusieurs qu'on peut faire changer la donne. Mais il faut qu'il y ait une volonté des pouvoirs publics, parce que qu'ils n'aient pas tout à faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'ils doivent montrer la route et la voie. Ce que vous dites, c'est que ces jeux doivent permettre d'accélérer les politiques publiques en faveur du sport en général et du sport santé en particulier. L'an dernier, on a failli avoir un truc sur le PLFFS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale sur 2024. D'une nuit à l'autre, l'expérimentation de remboursement pour des personnes atteintes de diabète de type 2 et cancer a été supprimée parce que ça devait coûter trop cher. On espère peut-être, malgré qu'il y ait beaucoup de réductions budgétaires qui sont annoncées, énormément, qu'il y ait un peu de réflexion et de jugeote. Si on se met sur l'activité physique, c'est sur le long terme. Si on parle de prévention ou promotion de la santé, c'est sur de long terme. Tant qu'on aura des budgets annualisés, la prévention, il n'y a pas des effets à court terme sur quelques mois. C'est sur plusieurs années. Et ça crée de l'emploi au niveau local. Ça redonne le sourire aux personnes et ça fait faire des économies au niveau du pouvoir public. Ciel Bleu, depuis 27 ans, l'a démontré avec plein de partenaires très très différents que c'est vraiment un cercle vertueux qui est possible jusqu'au niveau économique. Mais il faut le vouloir aussi. Alors Jean-Michel Ricard, vous êtes aussi un entrepreneur social. Vous êtes d'ailleurs fellow Ashoka. Ashoka, c'est cette organisation européenne qui soutient l'entrepreneuriat social. Au bout de 28 ans d'entrepreneuriat social, est-ce que vous avez encore des rêves, des espoirs de croissance, des envies de transformer le monde ou la société? Comment on est 27 ans, 28 ans après? Alors, avec plein de cheveux blancs en plus, je vais vous raconter une anecdote. C'est la première anecdote de Ciel Bleu. Et vous allez comprendre que quand on vit des moments comme ça, on ne peut rien lâcher. Le premier groupe de maisons de retraite où on devait faire un essai, c'était 12 établissements sur Strasbourg. On avait 6 mois pour faire nos preuves. Et au bout des 6 mois, les établissements, s'ils souhaitaient continuer, pouvaient continuer directement à Ciel Bleu. Ceux qui souhaitaient arrêter, ils arrêtaient. Mais au moins, on nous donnait notre chance. C'était le conseil général du Bas-Rhin. Beaucoup de réticence au départ, de tout le monde, dans l'établissement. Sauf des résidentes et des résidents. On sentait qu'il y avait quelque chose de beau, de lumineux, d'énergisant qui était en train de se passer. Il y avait de la vie qui revenait. Beaucoup de réticence des personnels soignants, des chefs d'établissement, tout le monde. Au bout des 6 mois, 11 établissements sur 12 ont continué directement avec Ciel Bleu. Et le 12e chef d'établissement, qui ne souhaitait pas continuer pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, enfin ses raisons, un jour nous appelle en nous disant « Il faut que vous veniez tout de suite dans mon établissement, j'ai 3 soucis. » Donc là, on lui dit « Des soucis, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle dit le premier souci, j'ai les dernières nouvelles d'Alsace devant mon établissement et qui me demandent pourquoi Ciel Bleu n'est plus là. C'est notre journal local, les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace.
Ça nous a bien fait rigoler. On est un peu en mode désobéissance civile, un peu peut-être brûlé parfois quand c'est pas juste. Mais c'était pas nous là. Et on a su après qui c'était. On lui dit, mais le deuxième souci, c'est quoi? Le deuxième souci, c'est qu'il avait une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles sur son bureau pour qu'on revienne. Et on dit, ok, mais alors votre troisième souci? Le troisième souci, c'est que les personnes qu'on avait accompagnées pendant 6 mois, qui pouvaient être en vrac, hein, en déambulateur, en fauteuil roulant, mais ça, on s'en fout, c'est la vie, tellement fraîche dans la tête, tellement d'énergie incroyable, s'était posé dans son bureau en faisant une sorte de grève, en disant, tant que Ciel Bleu ne revient pas, on ne bouge pas de votre bureau, monsieur le directeur. Et quand il vous arrive des trucs comme ça dans la vie, ça vous donne de l'énergie pour des décennies à venir, de se dire que ce projet appartient à personne, à tout le monde en même temps. C'est que les bénéficiaires directs et indirects qui bénéficient des actions, mais qui doivent aussi porter parce que c'est leur projet de vie. Et voilà. Et après de se dire que des rêves, que la société, alors même si on est des profs de sport, on adore la poésie. Il y a un monsieur qu'on aimait beaucoup, Christian Bobin, qui avait écrit Celui qui s'est penché sur une fleur n'aura pas vécu en vain. Que tout notre écosystème apprenne cette petite phrase. Celui qui s'est penché sur une fleur n'aura pas vécu en vain. De prendre le temps de construire à plusieurs, parce que le temps des alliances, c'est vraiment venu. C'est à plusieurs qu'il va falloir changer la donne et que les structures puissent s'ouvrir et pas se recroqueviller. Et c'est aussi à partir de l'environnement, est-ce qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants, si on en a, parce que pour l'instant, notre terre, elle est quand même pas terrible, ce qu'on est en train d'en laisser. Et après, le seul rêve, c'est qu'il y ait de nouveau, même dans notre domaine, où il y a quand même plein de structures qui se sont entretuées l'an dernier, des trucs. Enfin, pour nous, c'est... Dans le domaine du sport dans le monde de l'ESS, de l'innovation, enfin, fou là 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 là. Et comme on dit souvent, on est juste inconnu du grand public et on réussit à s'entretuer pour pas grand-chose. Et donc, pour répondre Pour des questions souvent idéologiques. Ouais, mais... Des questions de valeur aussi, qui peuvent être importantes pour les gens qui défendent leur position. Ouais, mais faisons sur le terrain, restons des faiseux, restons à notre place, enfin, je pense que c'est... Vous avez parlé d'humilité tout au début de cette interview. C'est sans doute important dans le secteur de l'ESS. Et ouais, on va pas changer le monde. Et alors ce que... Ah non, vous pouvez pas dire ça, Jean-Michel Ricard. Vous êtes entrepreneur social, vous êtes fellow HOK. Bien sûr qu'on veut changer le monde. Non, on va faire des petits pas. Pour un moment, peut-être qu'il y ait des grandes victoires, mais à plusieurs. On est conscient qu'on redonne le soir à beaucoup de monde. Ouais, mais on est une goutte d'eau. On sera une goutte d'eau. Et c'est comme... sur une partie, on fait aussi des séjours pour des gens post-cancer, des gens suite à des AVC, maladies de Parkinson, et aussi beaucoup pour des ados en fin de vie. Et on regarde un moment les étoiles avec des astrophysiciens et ils nous ont appris de regarder ces étoiles. Et quand on regarde les étoiles, finalement, on est poussière d'étoiles, on redevient poussière d'étoiles, donc carpe diem. Carpe diem, restons juste à notre place. Et je reviens à votre question, notre rêve dans ces temps un peu troublés, mais de toute notre société, c'est un peu les mots d'Apollinaire. Apollinaire, le gars, il est quand même né en Italie, de nationalité russe, il est mort pour la France. Mais pas pour des frontières. Il est mort pour des convictions, des valeurs, un truc qui est là. Et il écrivait les crépuscules ne vaincront jamais les aurores, étonnons-nous des soirs et vivons les matins. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est à tous les gens qui nous entourent et à tous les gens qui nous écoutent, que chaque matin qu'ils puissent vivre soit auprès des gens qu'ils aiment et que ce soit le matin d'Apollinaire. Quand le sport mène à la poésie. Merci pour ces mots, Jean-Michel Ricard. L'interview n'est pas tout à fait terminée. J'ai encore 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez parlé du secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur dans lequel aujourd'hui de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut que les acteurs politiques réservent certains champs d'activité économique au secteur non lucratif. Et en particulier le secteur de la santé, de la petite enfance, de la dépendance, du grand âge. Est-ce que c'est un combat que vous avez vous aussi envie de mener et de conduire à plusieurs pour le remporter, puisqu'il faut des alliances pour remporter ces combats? Je pense que faire marche arrière maintenant, c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. On peut améliorer, ça c'est sûr. On nous a souvent demandé pourquoi on ne faisait pas partie de la Silver Economy. Et l'ancien président de Ciel Bleu
avait eu une réponse vraiment très très juste. Il a dit tant qu'on considérera ma grand-mère comme un marché ou un business, Ciel Bleu fera jamais partie de la silver economy. Alors c'est peut-être juste des mots, mais les mots sont importants. Les mots, ça permet de mettre des mots sur les mots. Et est-ce que le secteur de l'accompagnement de nous demain, de nos parents, si on a la chance de les avoir encore en vie, de nos gamins dans des crèches, ça doit être non lucratif ou lucratif? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que les statuts font pas toujours vertu, ça c'est sûr. Que le monde non lucratif donne pas trop de conseils au monde lucratif. Et pourtant, l'aventure Ciel Bleu, hein, c'est basé sur du non négociable, sur la non lucrativité, aucun enrichissement personnel, mais ça c'est notre histoire. Et montrons plutôt l'exemple et que les gens puissent se l'approprier. Et ça, je pense que c'est essentiel après avoir ouvert la boîte de Pandore de la santé qui devienne un business. C'est juste hallucinant quand on y pense. Voilà, c'est juste hallucinant. Donc, mais on ne pourra sûrement pas revenir en arrière. Notre rôle, c'est peut-être embarquer des acteurs du monde d'en face, mais il y a des gens géniaux dans tous les mondes, il y a des salopards dans tous les mondes, mais à créer des alliances pour changer la donne et penser aux gens. Enfin, Churchill disait, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, mais nous, d'où on vient, c'est juste accompagner des gens, et on accompagnera toujours des gens et les bénéficiaires, et tout ce qu'on pourra mettre en place, c'est juste pour accompagner toujours le mieux possible un maximum de personnes qui sont en fragilité et qui ne sont pas forcément pris en compte dans notre société et qui sont des trésors et des cadeaux pour le collectif. Alors Jean-Michel Ricard, au bout de presque 30 ans chez Ciel Bleu, vous avez quand même malgré tout encore des envies de développement, des rêves de croissance, au service bien entendu des gens que vous accompagnez, et donc vous allez entrer en levée de fonds. Vous allez lever quel montant et pour en faire quoi? C'est à la fin du mois d'octobre que vous lancez cette levée de fonds. Tout à fait. C'est la suite de la campagne. Les grandes victoires sont faites de petits pas. C'était d'abord une campagne de notoriété parce que Ciel Bleu, même si on touche beaucoup de monde et on est très très peu connu. On est reconnu dans notre secteur, mais on est très très peu connu. Donc s'il y avait cette campagne de notoriété, campagne de communication, et après par rapport à tout ça, à partir de fin octobre, c'est transformer tout cela en dons, en mécénat, de particuliers, de grands donateurs, de petits donateurs, j'aime pas petits donateurs, de personnes, et de se dire que tout notre écosystème, s'ils ont compris ce qu'on fait, qu'ils rentrent dans l'aventure. Parce que c'est important que le mécénat se développe au sein de notre organisation pour continuer pas forcément à se développer, mais pour pouvoir continuer à répondre à la demande qui est exponentielle de gens sans solution, de gamins en situation de handicap, de personnes âgées isolées à domicile, de structures et le monde associatif. On est en interdépendance avec beaucoup de structures. On ne fait rien tout seul. Le monde associatif va pas bien et on doit trouver des moyens pour continuer à travailler sur ces accessibilités financières et géographiques. Que n'importe quelle personne qui ait envie de venir dans une activité de Ciel Bleu, que le niveau de son porte-monnaie soit jamais un frein. Et donc cette campagne, ça va être auprès de plein de personnes, de plein de populations françaises, et de se dire que s'ils ont envie de participer, même symboliquement, c'est quelque chose d'essentiel chez nous, parce qu'on veut que les bénéficiaires qui suivent les activités Ciel Bleu deviennent des ambassadeurs, deviennent des gens qui se l'approprient, et que ça se propage en mode effet papillon. Vous avez fixé quel objectif à cette levée de fonds en montant? Est-ce que vous vous êtes fixé seulement un objectif? On se fixe tellement pas d'objectif. D'accord. Pour le lancement de notre fondation, on espère d'ici 18 ou 24 mois, on espère 6 millions d'euros de dons, de donations, de mécénat pour être impactant. Et cette fondation, et donc cette première levée de fonds à partir du mois d'octobre, va participer à cela. Une partie va être bien sûr sur le terrain pour répondre aux demandes, mais aussi une partie va être mise en dotation pour la future fondation. Pourquoi on veut être ambitieux dans ce cadre-là? Parce qu'une fondation reconnue d'utilité publique, on sera au niveau de la santé, on veut être en appui des politiques publiques. Ok, aucun ministre de la Santé a fait confiance à Ciel Bleu depuis 27 ans, mais c'est pas grave. Un jour, ils comprendront. Ils ne comprennent pas vite, sûrement. Mais un jour, ils comprendront. Mais nous, on n'est pas rancuniers. Nous, on est là pour les gens. Et cette fondation Ciel Bleu doit être impactante, doit avoir une dotation importante pour être impactante sur les politiques de santé publique, de promotion de la santé, et pour aller vers ceux qui ont
pas accès à la santé, à l'activité physique et comme à la culture aussi. Donc on entend une première levée de fonds lancée fin octobre. Mm. Il y aura d'autres levées de fonds derrière, Mm. sans doute aussi plus spécialisées vers des Mm. investisseurs institutionnels, peut-être des investisseurs à impact qui viendront aussi vous aider. Dans 2 ans, l'ouverture de la fondation et dans 3 ans, vos 30 ans. Mm. Comment, où et quand avez-vous prévu de fêter les 30 ans du groupe associatif Ciel Bleu? Alors, 30 ans, ce sera à peu près les 40 ans, l'anniversaire de la charte d'Ottawa. On connaît la charte les chartes de l'OMS sur la santé. On connaît très peu la charte d'Ottawa. La charte d'Ottawa a construit beaucoup Ciel Bleu sur la prévention, la promotion de la santé. Donc ça va être un moment important. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour nos 20 ans, avec Jean-Daniel, on a fait le Tour de France en vélo. Ça a été un mois de fête juste incroyable. On était fatigués parce qu'on a fait plein d'étapes pour rencontrer tous les collègues, plein de bénéficiaires, des partenaires. On a fait un mois de fête, c'était juste magnifique. Pour les 25 ans, on s'est réunis au milieu de la Creuse. On nous a prêté un camping dans un haut lieu de la Résistance, le CNR. Mais vous voyez le vrai CNR, hein. Le vrai Conseil national de la résistance, le vrai. Il y a des gens qui se sont battus, qui sont morts à cet endroit-là. Et on était à peu près 750 et on a fait 3 jours de fête avec notre salle de réunion était une toile de cirque. Et parce que les collègues, c'est des saltimbanques du sourire, tout simplement. Et avec des food trucks, c'était un moment de partage assez incroyable, de vie, d'amour, hors du temps, encore une fois. Donc pour les 30 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est en cours de réflexion. Il y a plusieurs idées. On veut qu'il y ait un maximum de personnes qui se l'approprient. Ce sera peut-être un peu décentralisé un peu partout. On veut que cette fondation ait vu le jour pour porter aussi ces 30 ans, cette transmission, en disant qu'il n'y a que le meilleur qui est à venir. Et voilà, mais on n'a pas trop d'idées. Il nous reste 3 ans, près de 1000 jours. Vous avez encore le temps. On a encore un peu le temps, mais ce sera décalé, ce sera doux et ce sera joyeux, ça c'est sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Michel Ricard, d'être venu dans notre émission ESS On Air. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci aussi aux moyens techniques et aux studios d'Impact Production. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une autre émission ESS On Air, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'économie sociale et solidaire sur l'actualité.